Monsieur Diagne, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Au fond des choses. Merci Alors, d'avoir invité. quelques années après votre sortie de Ponty, vous prenez l'avion, enfin quelques temps après votre sortie de Ponty, vous prenez l'avion, un drôle d'avion avec Abdoulaye Wade, aujourd'hui président de la République. Alors, comment était le jeune Wade qui arrivait, lui, à Ponty et qui devait voyager ce soir-là avec vous, je dis bien, dans un drôle d'avion? C'était un jeune homme de l'époque qui vivait bien son temps. Et il est chauve aujourd'hui. En tout cas, il n'a pas de cheveux sur la tête, mais il en avait beaucoup. Il en avait beaucoup en ce moment-là, au point même qu'il était coiffé afro. Afro taillé en zazou. Oui. C'était la mode du moment. Et nous sommes arrivés à Bordeaux. Et l'avion? À l'avion, maintenant on n'aurait pas tendance à l'appeler avion sans ajouter militaire. Okay. Parce que c'était un avion de para, un avion pour para, qui n'avait pas les sièges habituels d'aujourd'hui, mais qui avait autour du fuselage une sorte de banquette en tissu prévue pour les paras et sur lesquels nous on était entassés. Voilà le drôle d'avion en question. Et on peut dire aujourd'hui que les personnes qui vous connaissent le mieux, parce que nos téléspectateurs certainement se demandent qui est ce Michel Mactar Diagne. Mais ceux qui vous connaissent le mieux aujourd'hui, c'est Abdou Diouf, Mamadou Dia et Abdoulaye Wade. Oui, plus quelques autres moins célèbres. Oui, je parle justement des personnes célèbres, reconnues, oui, oui, assurément. D'accord. Alors, parce que Abdou Diouf, j'ai été chargé de mission auprès de Senghor. Mais j'étais plutôt avec Abdou Diouf, son bras droit, parce qu'à ce moment-là, il était le directeur de cabinet. Chargé de mission au reste, ça veut dire conseiller, n'appartenant pas au cadre français. Parce qu'on avait des dossiers de conseillers qu'on traitait en conseiller. Nos diplômes à l'époque n'étaient pas importants, mais ils n'étaient pas nombreux. Il n'y en avait pas une vingtaine. Okay. Et Mamadou Dia? Mamadou Dia, j'avais les mêmes fonctions auprès de lui. Mais de lui directement. Il était le chef de l'exécutif, le président du conseil. Et Wade? Wade, parce qu'on a fait Ponty ensemble. On a fait Ponty ensemble. On est arrivé en France ensemble dans le drôle d'avion. Oui. Et on se connaît très bien. On a passé une bonne partie de la jeunesse avec lui. Vous étiez un enfant terrible. Ah oui. Ça, là, je m'étonne même maintenant, moi, du culot que j'avais. Parce que je n'avais pas froid aux yeux. Personne ne m'impressionnait véritablement. Ça m'a coûté des déboires. Mais au cours peut-être de la conversation, j'aurai l'occasion de donner des exemples. Très bien. Alors, nous allons tout de suite passer, parce que j'ai dit en introduction que vous avez traversé le siècle avec notre pays. Vous avez été, et vous êtes encore, un spectateur attentif de l'évolution politique et historique du Sénégal. Absolument. Et pour cela, nous allons choisir quelques moments de votre vie et les discuter, parce que, comme vous le savez, le but de cette émission est de montrer aux jeunes Sénégalais des exemples, n'est-ce pas, de personnalités qui ont vécu des choses, des événements, ou bien des choses importantes qui pourraient leur servir de source d'inspiration. Donc, nous allons faire une remontée anachronique. Au lieu de démarrer par votre jeunesse et tout ça, moi, je vais prendre la liberté de prendre des moments de votre vie et nous allons discuter. Abdou Diouf, Senghor, Abdoulaye Wade, Mamadou Dia. Nous allons commencer par Mamadou Dia. Vous étiez l'un de ces
plus grand conseiller et vous avez été le témoin de ces fameux événements de 62. Absolument. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même, pour la jeunesse sénégalaise, avoir l'opinion d'une personne qui a été témoin de ces événements-là, de manière tout à fait ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé en 62? Le 17 décembre 1962, c'était un lundi. On en a parlé après, en disant tentative de coup d'État. On a même jugé Mamadou Dia. On l'a même mis en prison pendant 12 ans pour cette infraction. Je ne veux pas dire d'autres mots. À mon avis, il n'y a rien de plus injuste que cela. Parce que les choses ont commencé le samedi 15 décembre. Mamadou Dia nous a réunis, comme tous les samedis, c'était le jour de notre conseil de cabinet, pour nous demander de lui rendre compte sur les dossiers qui nous ont été confiés une semaine auparavant. Mais au lieu de la réunion habituelle, il a changé de sujet. Il nous a dit, écoutez, il y a des rumeurs, mais je vous demande de ne pas vous en occuper. Faites votre travail et rien que cela. Et je dois dire que moi-même, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Parce que je n'appartenais pas au parti politique. Je n'étais qu'un petit technicien dans le cabinet. Mais on avait aiguisé mon appétit. Par la suite, j'ai voulu savoir de quoi il retournait. Et j'ai su qu'on disait que Mamadou Dia va tenter un coup d'État contre Senghor. Et que Senghor allait se débarrasser de lui. Comme j'avais un oncle député, le dimanche, je suis allé auprès de lui. Alors, comme on dit actuellement, il m'a mis au parfum, en me disant que, comment tu n'es pas au courant, toi? Tu es auprès de celui qu'on va abattre. Lundi, il ne sera plus rien. Et même, il m'a pris, à ce moment-là, l'Assemblée nationale comprenait 80 députés. Ça a augmenté depuis, mais c'était 80 députés. La majorité absolue, c'était 41 députés. Alors, ils s'étaient ensemble concertés et ont dégagé une majorité absolue de 41 députés. Mais comme c'était une sorte de coalition à la Pyrrhus, il n'était pas sûr que le jour J, tous les députés allaient voter contre Mamadou Dia. Alors, pour les obliger à respecter le complot, parce que ça n'était un vrai, ils ont occupé l'Assemblée nationale et ont campé dedans. Entre samedi, dimanche, pour que lundi, il n'y ait pas d'erreur sur le vote. Le lundi, à 10 h, Mamadou Dia fait venir Tamsir Ba. Qui était le patron de la gendarmerie. Qui était le patron de la gendarmerie et qui était... Non, d'ailleurs, pardon. Là, il faut que je dise pourquoi il a fait venir Tamsir Ba. Mamadou Dia,
On a vu vers 8 heures. C'était l'heure à laquelle nous étions au bureau. Moi, je venais de Paris, j'avais l'habitude de l'heure juste, pas de l'heure CFA. Depuis lors, oui. bien des choses se sont passées. Depuis lors, bien des choses se sont passées. Maintenant, même je suis un adepte de l'heure CFA. Mais, à mon bureau, de mon bureau, c'était au 9e étage administratif, du building administratif, et on domine la présidence de la République. Je voyais des paras qui se promenaient en ordre autour de la présidence de la République et qui avaient l'air de l'encercler. Je ne savais franchement pas, moi personnellement, de quoi il s'agissait. Alors des gens mieux informés me disent que, tiens, l'histoire a commencé. Je dis, quelle histoire? On me dit, on veut débarquer Mamadou Dia. Quelque temps auparavant, on a vu Mamadou Dia, parce que le lundi, c'était son jour habituel d'audience auprès du président de la République. On a vu Mamadou Dia sortir de la présidence fâché à pied pour traverser le passage, l'avenue Roume, et venir à son bureau. Le chauffeur avec la voiture courait après. Ah, ça chauffait. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un, dont je ne dis pas le nom, qui me dit, tu vas le savoir, parce que je vais le savoir. Au bout d'un moment, j'apprends que le dialogue a été court. Entre Senghor et lui. Entre Senghor et lui. Parce que Senghor aurait dit à Mamadou Dia, il n'y a qu'un bonnet de président de la République et il ne peut pas être porté. Non, de chef de l'État. Et il ne peut pas être porté par deux têtes. Là, une explication s'impose. Pourquoi y avait-il ce conflit entre Senghor et Mamadou Dia? Exactement, c'est où je veux en venir. Il faut dire que Senghor était le président de la République, mais si on regarde la Constitution du Sénégal alors, et si on veut faire du droit comparé, ce serait le président de la République d'une troisième République française. Ah oui, oui. C'est-à-dire que le chef du gouvernement est le chef de l'exécutif, le président de la République est le personnage éminent, mais qui inaugurait les chrysanthèmes. Et comme nos premiers constituants se sont contentés de copier la Constitution française, il y a même des choses rigolotes, mais enfin... Donc c'est ça le conflit en fait, le conflit venait de l'autorité. Non, le conflit vient d'un peu plus loin. Parce que lorsque des Français qui n'aimaient pas beaucoup le Sénégal et qui ne s'installaient que dans la logique colonialiste, parce que notre indépendance, ils ne la prenaient pas au sérieux, ne cessaient de donner des projets, mais qui s'installaient dans cette logique et qui ne nous convenaient pas. Et ces projets devaient passer par vous. Ces projets, on les donnait généralement au président Senghor. Ces projets devaient passer par nous. Parce que Senghor les donnait à Mamadou Dia. Mamadou Dia nous les donnait. Et nous avions, nous, nos avis là-dessus. Et comme assez souvent, malheureusement, il faut le dire, les avis étaient négatifs. Pourquoi on négatif? A voulu. Pourquoi négatif? Parce que il n'était absolument pas
dans la logique nouvelle, dans la situation nouvelle, et semblait ne pas vouloir quitter l'ancien régime avec ses avatars. Vous opposiez des... Et nous opposions à cela. Okay. Alors, ils ont voulu liquider Mamadou Dia. Est-ce que vous, personnellement, oui, étant à l'époque conseiller de Mamadou Dia et spécialiste, n'est-ce pas, de l'étude de projet, vous n'avez pas vécu des menaces ou bien des tentatives de corruption? Aussi. Aussi, un jour, j'ai reçu dans mon bureau un monsieur qui avait demandé une audience et qu'il avait obtenue, qui est venu s'installer devant moi et qui m'offre d'abord, comme s'il s'était assis, comme si c'était lui qui me recevait, entre parenthèses. Dans votre bureau? Oui, dans mon bureau. Il m'offre 2 paquets de cigarettes ouvertes, des brunes et des blondes. Il paraît que c'est un langage, moi j'y comprenais rien. Et je ne fumais pas. Il a eu l'air déçu, il a rangé ses cigarettes et il a sorti un admirable cartable. Mais alors vraiment bien fait, qui donne envie de le posséder. Il me l'ouvre. Dans le cartable, il y avait 2 cases inégales, une petite, une grande plutôt, bourrée de billets de 5000. De l'époque? De l'époque, il n'y avait pas de billets plus grands. Ah oui, c'était... À l'époque. Bourrée de billets de 5000. Et dans la petite case, il y en avait 2, il y avait un dossier aussi dans du parchemin très beau. Papier de classe. Oui, le dossier de classe. Il me dit, voilà, ce cartable est déjà à vous. Ah, mais pour le mériter et l'avoir, il n'y a qu'une chose à faire. On m'a dit que c'est vous qui pouvez le mettre dans le circuit administratif. Il n'y a que cela à faire. Le reste, je m'en occupe. Ah. Parce qu'en fait, le président Dia signait ce que vous lui proposiez, oui, parce qu'il savait que c'était déjà passé par le filtre critique du technicien que vous étiez. Par le filtre administratif critique. Oui, oui. Donc, il suffisait que vous le mettiez dans le circuit pour que ça passe. Absolument. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit, écoutez, je vous demande de me laisser le temps d'en prendre connaissance. Il me dit, pas longtemps. Je dis, oh non, dès demain, je vous donne mon avis. Vous me laissez le temps de le prendre avec moi et de le consulter d'ici à demain. Il me dit, sans aucun problème. Alors, donc demain à quelle heure? Il est toujours comme le maître du bureau. Je lui dis 4 heures. Le lendemain à 4 heures, il est là. Il me dit, alors, et mon dossier? Je lui dis, écoutez, ce dossier, vous savez bien que il enlève du pouvoir à mon pays. Au point que, si maintenant on nous donnait de la farine, parce que le dossier, je n'entrerai pas dans les détails. Si, il faut entrer dans les détails. Nous sommes au fond des choses. Il s'agissait de quel dossier exactement? Il s'agissait d'un dossier présenté par les Grands Moulins de Dakar. Très bien, de l'époque, oui. Alors, ce dossier voulait que... Ce dossier donnait aux Grands Moulins de Dakar tout pouvoir sur le blé. Au point que si même on nous donnait du blé pour qu'on puisse le retirer, il faut l'aval et l'accord des Grands Moulins de Dakar.
Je lui dis, écoutez, en âme et conscience, ce dossier ne peut pas passer par moi. Je suis fauché comme tout. J'ai bien besoin de l'argent qui est là, mais je ne peux pas. Il me dit, c'est pas grave. J'avais prévu, je viens demander, j'avais prévu oui ou non. C'est non, c'est pas grave. Je prends mon dossier et puis je vais voir quelqu'un de plus intelligent que vous. Je dis, oh ça, il y en a beaucoup. Des plus intelligents que moi, surtout au Sénégal, il n'y a que ça. Des gens très intelligents. Seulement, c'est moi qui suis ici. C'était quand même... C'est par moi qu'on veut faire passer ce dossier. Et je dis que ce dossier ne passera pas. En tout cas, pas par moi. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Je l'ai déjà, c'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Et il s'en va en claquant, en laissant la porte ouverte. Ça vous a coûté quelque chose? Ce braquage contre... Oh, ça m'a coûté quelque chose, mais pas dans le cabinet. Oui, d'accord, bien sûr, par rapport à vous. Par rapport à ma position, oui. Ah oui, j'ai eu des brimades, des rebuffades, sur lesquelles... Donc voilà, donc vous étiez là, l'équipe de Mamadou Dia, vous faisiez partie de cette équipe-là. Absolument. En 62. Oui. Donc, on enlevait Mamadou Dia, on enlevait tous, enfin, vous tous, on vous enlevait tous. Hein. Absolument. Alors, on revient un peu sur ces événements-là. Oui. Les parents qui étaient autour de la présidence, Mamadou Dia qui est sorti fâché, énervé et qui a traversé la fameuse, le fameux tronçon entre le building et la présidence. Oui. Et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé après, au fil des heures? Au fil des heures, oui, nous en sommes là. Alors là, après avoir encerclé, on a compris après que c'était pour protéger la présidence de la République. Je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, je peux jurer, en âme et conscience, qu'il n'était pas question, qu'il ne pouvait pas être question d'une menace de Mamadou Dia contre Senghor. Mais, et la radio à l'époque, qu'est-ce qu'elle disait, la radio? Parce que pendant que les choses se passaient, est-ce qu'il y avait un reportage? Est-ce que les populations écoutaient ce qui se passait? Ce qu'on peut en dire, c'est bien après. Parce que Mamadou Dia a fait sortir les députés de l'Assemblée nationale. Disons pourquoi, il faut qu'on explique là un peu. Absolument. Parce qu'on a partout, oui. Dans les générations de Sénégalais qui ont grandi après cet événement. Oui, parce que on parle de l'égalité, alors qu'il n'y en avait pas. Moi qui étais dans le cabinet de Mamadou Dia et qui ne faisais pas partie du parti, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour me faire sortir? Seulement, Mamadou Dia est un homme de conviction. Il était fidèle à Senghor. Et il était fidèle à Senghor. Nous qui étions là, savons que des gens sont venus pour l'inciter à le trahir, à le combattre. C'était peut-être même ça que les renseignements généraux avaient capté et pensaient qu'il venait de lui. Il leur a répondu, alors que ces gens le traitaient de fou, de type perdu. Il leur a répondu qu'il était fier de rester fidèle à son président. Que cet homme ait été humilié. Et puis comment ça s'est passé? D'ailleurs, comme le 17 décembre, le jour donc du... parce que je ne peux pas dire coup d'État. Il n'y a rien de plus inapproprié. Le jour des événements du 17 décembre, le lundi, comme on a passé la nuit
de samedi à dimanche dans les bureaux. Non, de lundi à mardi. De lundi à mardi, dans les bureaux. On est arrivé chez nous, il était 6h, 7h. Il n'était pas question de... On s'est jeté sur nos lits, tout habillés. Alors, tout de suite, Mamami Girandou, secrétaire de Mamadou Dia, nous appelle et nous demande de venir à la résidence. La résidence, c'est la maison d'Outasek. C'est ça? Oui. Médine. La résidence de Médine. Alors, nous sommes venus, mais on avait sommeil. Mamadou Dia dit à la foule que les événements l'ont surpris, etc. Mais ce n'était pas une harangue politique dont on a fait état au procès. Mais... Et on l'a arrêté. Je crois qu'un Abdoulaye Wade, et nous allons peut-être y venir, un Abdoulaye Wade, nous tenons un président qui n'est pas comme aucun président d'Afrique, je ne dis pas du Sénégal, aucun président d'Afrique n'a été ou n'est. Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu? Oui, je vais l'expliquer, ou je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer par le NEPAD. Le NEPAD, ce qui me fait l'apprécier, c'est qu'à l'heure actuelle, depuis 25 ans, je suis à la retraite. Bravo. Je ne fais que lire. Bravo. Oui, depuis 25 ans, je ne fais que me lever à l'heure que je veux. Et je lis. Mais j'ai lu presque tout ce qui sort. Je lis même ce qui ne sort pas. Parce que des fois, je vais bavarder avec quelqu'un qui a des projets de livres. Le NEPAD, c'est la chance de l'Afrique. Le NEPAD, pourquoi c'est la chance de l'Afrique? Parce que le programme opérationnel du NEPAD, qui est le plan Oméga. Oméga, pourquoi? Parce qu'il est le dernier plan porteur d'espoir, parce que tous les autres n'ont jamais eu un début d'exécution. Tous les autres plans d'Afrique n'ont jamais eu un début d'exécution. Le NEPAD est... Le NEPAD est crédible pour moi. Et je n'ai jamais eu une mauvaise note en économie politique. Je voudrais que vous partagiez avec les jeunes Sénégalais qui nous regardent votre explication du NEPAD. Sur 3 ou 4 points. Oui, sur 3 ou 4 points. Non, le NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. C'est crédible parce qu'il procède d'une vision. Le NEPAD est d'abord une vision. Une vision du premier docteur en sciences économiques de l'Afrique. Je suis témoin. Parce que quand il a présenté sa thèse, j'étais le délégué du gouvernement auprès des étudiants et des stagiaires du Sénégal en France. Et je dis qu'il est le premier docteur en sciences économiques d'Afrique. Tout au moins en français. Quand Wade a échoué aux élections constamment, il n'en pensait, il avait déjà son programme. Donc le NEPAD est une vision de plus de 25 ans, d'un agrégé des sciences économiques
de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et cette vision, le NEPAD, est du libéralisme, certes. Mais pour moi, c'est un libéralisme qui a revisité le New Deal de Roosevelt et qui l'a corrigé. Comment? Roosevelt, pour remédier à la crise et effacer les effets de la crise qui étaient simplement un chômage explosif, une demande sociale insatisfaite, comme à peu près chez nous, a inventé le New Deal, qui est de faire de grands travaux. Vous comparez le NEPAD au New Deal. Oui. C'est-à-dire que nous, notre crise, c'est ce qui s'est passé au cours de ces 40 exactement. 40 nous, pendant 40 ans, ça a été catastrophique. Oui. D'accord. Ça, c'est un point. Oui. C'est un oui. bon point. Et puis même mieux, mieux, il y a eu alors en 1936 John Maynard Keynes, qui lui a étudié les effets de la crise. Et qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé les grands travaux. C'est simple, le keynésianisme, c'est essentiellement le plein emploi par tous les moyens, pour le résumer. C'est-à-dire tout ce que même le libéralisme du XVIIIe siècle condamnait. Donc une correction du libéralisme. Parce que le libéralisme, au fond, c'est l'organisation de la jungle. Absolument. Le résultat, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Mais ce n'est pas ça que Abdoulaye Wade propose au Sénégal et à l'Afrique. Les infrastructures aussi. Hein? Les infrastructures. Mais il propose, il n'y a pas que les infrastructures. Parce que les routes, tout ça, ça revient souvent, mais je crois qu'il y a... Mais les infrastructures, ce sont des grands... Oui, mais il y en a qui le critiquent. Oui, mais il faudrait expliquer ça. Oui, d'accord, j'y arrive. Le New Deal de Roosevelt, revisité, corrigé, le keynésianisme, adopté en partie, parce que Keynes trouve que plus ça va, plus on retrouve ce qu'on trouve maintenant, pour aménager, augmenter des marges, on met des milliers de personnes dans la rue. On le constate avec Danone, avec etc. Tout ce qu'on a connu en France et qu'on continue de connaître à chaque fois que la droite est au pouvoir. Il a vu, Keynes, que pour satisfaire le bien commun, qui est la raison d'être de tout gouvernement, il faut faire du social. Et il a fait le social, la réduction de la pauvreté, qu'on ne nous parle pas de plans de ci ou de plans de là. La réduction de la pauvreté passe par l'obtention d'une croissance forte à 2 chiffres et la répartition équitable des fruits de cette croissance. Il n'y a pas d'autre voie. Lorsque Keynes, qui a étudié, voilà à peu près, résumé, la conclusion à laquelle il a abouti. Abdoulaye Wade l'adopte en partie. Ceux qui critiquent le NEPAD, qu'est-ce qu'ils disent de valable? Parce qu'il y en a qui critiquent, quand on les écoute ou qu'on les lit, on voit qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais ceux qui critiquent valablement, ils les appellent même des hiatus. Ils trouvent 2 hiatus. Premier hiatus, le NEPAD repose sur 3 piliers qui ne lui vont pas, qui ne vont pas à l'Afrique. La communauté internationale, les investissements directs étrangers
et le capital privé, le secteur privé. Seulement, le deuxième hiatus, parlons du deuxième hiatus, ça c'est le mode de financement. Mais parlons du financement lui-même qu'il critique. Le financement lui-même, il critique le fait que le NEPAD cherche à financer les 4 plans, les 4 points du plan Oméga, c'est-à-dire les infrastructures, l'agriculture, la santé et l'éducation. Mais VAD, pourquoi il s'attaque d'abord aux infrastructures? Parce que les infrastructures qui existent, VAD corrige les méfaits du colonialisme. Les infrastructures qui existent, ce sont des infrastructures d'exploitation. On a mis un train à Dakar pour drainer les produits de l'intérieur et les exporter. Seulement notre grand problème, c'est que nous sommes des vendeurs, mais ce sont nos acheteurs qui fixent le prix. Et pour que ça change, on fait d'abord des agriculteurs. On sort de la dépendance des produits, comme l'arachide, comme d'autres choses. Mais pas brutalement, tout doucement. Monsieur Mamadou Mokhtar Diagne, il suffit de vous écouter parler pour avoir une idée de vos différents passages académiques et universitaires. Je dirais qu'après Ponty, vous êtes allé en France, vous avez fait Claude Bernard, vous avez fait droit, vous avez fait tellement de choses. Mais il y a que entre la présidence du Conseil et maintenant, vous êtes devenu entre-temps un diplomate et vous avez une carrière diplomatique très importante. Et ça a commencé parce que vous étiez déjà dans le cabinet du ministre de la Justice. Oui. Vous étiez... J'ai été le chef de cabinet d'Alioune Badara Mbengue, ministre de la Justice. Et j'ai été plus que cela. Lorsque je suis sorti du cabinet de Senghor, je suis sorti du cabinet de Senghor parce qu'on m'a mis à la porte, pour être précis. On m'a mis à la porte. On m'a mis à la porte parce que... Ça c'est après Mamadou Dia. Après Mamadou Dia. C'est ça. Quand Mamadou Dia est tombé, il faut dire, comme c'était lui l'exécutif, tous les dossiers de l'État du Sénégal étaient restés au 9e étage. Oui. Et à la présidence de la République, il n'y avait pas un dossier, voilà. Oui. Il n'y avait rien. Il y avait des conseillers, dont certains même avaient plus de diplôme que nous, mais ils n'ont jamais eu d'affaires entre les mains, pas de dossier important. Alors Mamadou Diarra, qui avait d'abord été directeur de cabinet, Mamadou Diarra c'était l'ancien directeur de l'Office d'échange, qui se trouvait au-dessus de la Société Générale actuelle. Mamadou Diarra était d'abord conseiller technique avec nous, un collègue, un camarade, auprès de Mamadou Dia. Seulement, il n'acceptait pas la prééminence de Babacar Ba, directeur de cabinet, ancien gouverneur de région, ancien élève de l'ENA, de l'École nationale de la France d'outre-mer. En forme, c'est ça. Oui. Et ancien ministre des Finances, plus précisément. Alors évidemment, quand on était opposé à lui, il fallait ou le subir ou partir, et il est parti. Il est parti, Senghor l'a immédiatement récupéré. Mais lui aussi, c'est un homme de vérité. Malgré cela, il dit à Senghor, si vous voulez faire marcher la présidence, il n'y a pas d'autre voie que de faire venir ici des hommes qui étaient avec moi chez Mamadou Dia.
c'est comme ça que vous êtes allé. Oui, c'est comme ça. Nous étions 4. On nous appelait les 3 mousquetaires, comme les mousquetaires étaient 4 aussi. 4 aussi. Et puis, certains même disaient on était des traîtres par rapport à Mamadou Dia, etc. Vous, c'est la continuité de l'État. C'était la continuité de l'État. D'ailleurs, dans les premiers temps, qu'est-ce que nous faisions? On n'avait pas de bureau. On nous casait dans la salle du Conseil des ministres, chacun occupe une chaise qui n'est pas la même le lendemain. Mais on tombait la veste et on faisait venir les dossiers du 9e étage, du bureau de Mamadou Dia, du bureau du président du Conseil. On les faisait venir. Comme nous les connaissions, nous étions les seuls au Sénégal à les connaître. On tombait la veste, on remontait les chemises, et puis on cherchait dans les dossiers celui-là, périmé, à mettre dans le circuit administratif, en instance. Les choses avaient changé maintenant. La décision, c'était chez Senghor maintenant. Ah oui, c'est parce que c'est chez Senghor. Est-ce que ça vous plaisait, ça? Pendant que vous étiez tombé à la veste, c'est vrai, vous travailliez dur, mais est-ce que vous ne sentiez pas une espèce de contre-courant qui vous étouffait? Est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine de votre départ de la présidence? Oui, aussi. Parce que là, il y avait un problème. Quand on prenait ces dossiers-là, ceux qui étaient en instance, ce qu'il fallait mettre dans le circuit administratif, il fallait le savoir sur quel ministère le diriger. Nous les prenions en charge et nous travaillions dessus. Mais sur les dossiers, on avait des avis. Parce qu'il n'y avait plus de papier dessus, on ne sait pas comment. Enfin, c'était comme ça. Alors que sur chaque dossier était épinglé ce qu'il fallait faire avec. Mais, alors, on refaisait les papiers. Et au conseil de cabinet, c'est-à-dire conseil sous la présidence du président de la République, on disait, etc., ce qu'on en pensait. Seulement, après chaque conseil, nous, on part. Parce que pour la mise en œuvre, on a souvent besoin de réfléchir. Parce que c'est toujours des problèmes à résoudre. Quand on revient, le problème tel qu'on l'avait posé et les solutions qu'on pouvait entreprendre, tout est changé. On prend votre papier, on le met à côté. On prend une décision. Et puis on accroche quelque chose d'autre et on dit que c'est ça. Et c'est sans discussion. Alors, moi, un jour, tout le monde, nous, on se rebellait. On a dit, écoutez, non, ça ne peut pas durer, etc. Il faut... Vous êtes parti de... Non. Un conseil de cabinet, de ministre, plutôt. Oui, de cabinet. Oui. On avait dit qu'aujourd'hui, on attaque le morceau. Il faut qu'on déballe tout, et que on sache. Et nous, les 4. Qu'est-ce qui se passe? On arrive. Moi, j'avais le dernier, la parole. J'étais le moins gradé, le plus jeune. Mais spécialiste dans l'enfoncement du clou. Ah oui, mais je connaissais. Je connaissais les dossiers. Je n'avais que ça comme occupation. Les dossiers du Sénégal, je les connais. En tout cas, les anciens. Alors, je dis, mais moi, vraiment, il y a quelque chose qui gêne, qui nous gêne. Il y a qui disent, hey, parle pour toi, parle pour toi. Il y a du changement, mais je continue. Il y a des choses qui me gênent. Et c'est quoi, dit Senghor? Et qu'à chaque fois que nous sortons d'ici, et que nous mentionnons l'orientation que nous voulons donner à un dossier, à l'arrivée, ce n'est jamais ça. C'est toujours autre chose, et autre chose qui nous heurte le plus souvent. Alors, est-ce que nos censeurs ne peuvent pas
pendant qu'on débat et qu'ils sont là, dire leur point de vue, en débattre avec nous. Et s'il faut accepter le leur, on l'acceptera. Mais si on accepte le nôtre aussi, qu'ils l'acceptent. Seulement après, nous imposer des idées qui ne sont pas débattues, alors que les débattus sont mis de côté, Senghor se lève et me dit, ah, vous voulez prendre ma place pour nous apprendre à gouverner? Seulement, mais vous, qui vous connaît? Personne ne vous connaît. Vous êtes là parce que je le veux. Le chorus, mais il a du culot. Il est le plus jeune, le moins gradé, et puis c'est lui qui veut nous apprendre. Des gens qui avaient concocté avec moi les réponses à donner. Incroyable. Hein? Ouais. Bon, après, un conseiller technique, pourtant, qui est venu à mon départ, me serrait la main. Je ne dirai pas de nom. Oui. Le conseiller technique se lève et dit, Monsieur le Président, je vous vois irrité, fatigué. Écoutez, on va continuer la réunion dans mon bureau. Et puis, il dit, vous venez, vous venez, vous venez. Ils me sautent. Ils vont dans leur bureau et moi je vais tout seul dans le mien. Quelques jours après, je trouve sur mon bureau, vous êtes priés de cesser immédiatement vos fonctions. Point. Pour le président de la République et par délégation, signé le directeur de cabinet Abdou Diouf. Je prends ma lettre, je fonce dans son bureau. Il n'y avait qu'un couloir qui nous séparait. Je pouvais être dans le bureau sans que la secrétaire le sache. Il me fait, écoute, Diagne, moi je ne comprends rien. Je n'y comprends rien. Je croyais avoir convaincu Senghor que tu étais l'un de nos meilleurs agents, qu'il y avait ce qu'on raconte sur vous, c'est pas vrai, etc. Mais quelqu'un a dû passer dans son bureau après moi. Et moi, je ne vois qu'une personne. Je ne veux pas nommer cette personne. À cause de sa famille que je respecte. C'est lui qui a parlé le dernier et qui, malheureusement, parce que Senghor m'a dit, si je n'écris pas cette lettre, il ne me reçoit plus. Il a fait son travail. Oui. Alors, il a fait son travail. Je lui ai dit, c'est pas grave. Parce que j'avais tellement aidé des ministres. Comme j'écrivais beaucoup de lettres. Très bien. Beaucoup de lettres pour le président Mamadou Dia, comme pour le président de la République, je savais ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Certains ministres envoyaient des lettres dont j'étais sûr qu'elles allaient à la poubelle si je ne leur donnais pas un petit conseil. J'allais chez eux, on me recevait, je restais en tête-à-tête avec, ils faisaient une autre lettre, ça passait comme lettre à la poste. Alors, je me dis, moi, on me met à la porte au Sénégal, je vais chez n'importe quel ministre, il me prend, il n'y a pas de problème. Mais le premier que j'avais déjà servi, et souvent pour qui j'ai fait du travail sérieux pour lui, auprès du chef de l'État, sa secrétaire me dit, eh, monsieur Diagne, écoutez, vraiment, j'ai un rendez-vous important. Je sais que vous, quand vous entrez, vous ne sortez pas et nous, nous attendons longtemps. Alors écoutez, s'il vous plaît, j'ai un rendez-vous. Avant, laissez-moi finir mon courrier, je vais le présenter et en même temps vous entrez. Comme ça, moi, je laisse mon courrier, vous pouvez passer à la nuit.
Je dis OK. Et j'attends dans son bureau. Au bout d'un moment, elle a fini son courrier, elle prend son parapheur et me précède. Ouvre le bureau en disant Monsieur Mamadou Makhtar Diagne de la présidence. Neko ma fille. Neko ma fille. Je ne suis pas là. Il lève la tête, il me voit derrière la secrétaire. Mais la secrétaire tombait des nues. Elle tenait le parapheur comme ça, elle la tenait maintenant comme s'il y avait des pièces qui tombaient. Je prends le parapheur, je ramasse quelques pièces, je les remets dedans n'importe comment, et je viens les poser sur le bureau du ministre en lui disant « C'est une erreur d'optique. Vous ne me voyez pas parce que je ne suis pas là. Mais voici votre parapheur. » Et sur la pointe des pieds, je suis parti. Et vous vous êtes retrouvé à la justice? Et je me suis retrouvé à la justice, mais combien de temps? Beaucoup de gens qui voulaient de moi chez eux ne voulaient plus de moi. Ouais. Parce que je sortais de la présidence. Un ministre m'a dit, écoute, moi je t'aurais franchement pris, mais si Senghor l'apprend, il dira que je suis contre sa politique. J'ai dit, je comprends. Alioune Badara Mbengue est allé demander l'autorisation de me prendre à Senghor. Il dit, Mamadou Makhtar, mais qui c'est ça? Il m'a même oublié. Alors, aussitôt, il me prévient. Alors que nous étions en train, ma femme et moi, de retourner à Paris, parce qu'on était en disponibilité. Ça a été dommage quand même. Oui, oui, absolument. Et puis surtout, le lâchage des copains. Oui, oui. Ça, vous avez vécu ça très durement. Et avec Alioune Badara Mbengue, vous êtes en justice et puis il passe aux affaires étrangères en 68. Oui. Et vous y allez. Et nous y allons. Et vous devenez comme ça, chef de cabinet. Comme ça, dans la diplomatie. Les premiers pas, avant que Senghor ne vous confirme. Oui, oui, mais en 68, oui. Vous êtes avec Mbengue aux affaires étrangères. C'est ça. Comment ça s'est passé? C'est arrivé là-bas? Alors là, on a fait 2 mois. 2 mois en 68. C'est mai 68, mai-juin. 68. Oui, mais c'était mai 68, c'était chaud. Oui, non, oui, mais juin, c'est le commencement de mes malheurs. C'est pour ça que je dis mai-juin. mais tout est arrivé en mai 68. Parce qu'il y a eu le prolongement un peu de ce qui s'est passé en France au Sénégal. Oui, bien sûr, c'était universel, parce que pour nous, l'univers francophone. Absolument, de l'univers francophone, c'est juste. Alors, il paraît, il y a eu des troubles venant de l'université qui existaient à ce moment-là. Et il paraît, parce que je n'en suis pas sûr, Madame Mbengue, étant dans une voiture, passant par là, les étudiants l'ont arrêté, l'ont fait danser, avant de lui permettre de reprendre sa voiture et de continuer son chemin. Alors, je ne sais pas comment les gens ont interprété tout ça auprès du président de la République, mais il paraît que c'est le commencement des malheurs de Mbengue. On l'a sorti du gouvernement. À cause de cet incident. C'est en tout cas ce que je sais. D'après d'après les dires. Et Mbengue, nous, qui n'avions fait que 2 mois avec lui, on était en suspens. Abdoulaye Dieye, qui était magistrat, moi, qui étais dans la rue, parce qu'on m'avait mis à la porte de la présidence de la République, nous sommes comme ça. Il y a tout de même des voix qui se sont élevées pour prouver que c'était injuste que des serviteurs de l'État comme nous soient comme ça abandonnés malgré qu'ils soient des pères de famille. Senghor a dit, versez-les dans la diplomatie. Ah, c'est comme ça que vous êtes entré dans la diplomatie. C'est comme ça qu'on est entré dans la diplomatie. Abdoulaye Dieye
a été affecté à Paris comme ministre plénipotentiaire. Oh, c'est un titre plus ronflant que réel. Hein. Bon. Moi, on m'a envoyé à Bruxelles pour remplacer Babacar Ba, qui était le premier conseiller, mais le remplacer numériquement. Mamadou Seck, deuxième conseiller, devenait premier conseiller. Et moi, deuxième conseiller. Je vais vous demander un peu, en tant qu'observateur de l'actualité politique en Afrique, et surtout des problèmes que les pays africains traversent quotidiennement, comment voyez-vous la crise ivoirienne aujourd'hui, premièrement? Deuxièmement, l'ivoirité, qui est à la base de cette crise, comment la comprenez-vous et qu'est-ce qui aurait pu l'éviter? Commençons par l'ivoirité. L'ivoirité, c'est le commencement de tout. L'ivoirité, c'est un concept qui n'a été créé que pour écarter un homme de la candidature à la présidence de la République. Cet homme, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et c'est dommage pour l'Afrique. C'est franchement dommage pour l'Afrique parce que Ouattara aurait été un Ouad financier en Côte d'Ivoire. C'est important parce que la Côte d'Ivoire détient 41% des actifs de la zone franc. C'est pour ça qu'il y a même un risque contre notre monnaie, si jamais les choses empiraient. Seulement, moi, je suis inquiet. Il est bien ivoirien, selon vous? Mais pour nous, l'ivoirité, c'est une absurdité. Parce que ceux qui le pensent, pour écarter, c'est simplement parce que ils n'ont pas mon âge. S'ils avaient mon âge, Dramane Ouattara est-il ou non ivoirien, a fortiori ses parents? Alassane Dramane Ouattara est ivoirien. C'est dommage, je n'ai pas cherché là. Parce que pour moi, quand on m'a parlé de ça, j'ai simplement demandé quand est-ce qu'il est né. Parce que la Haute-Volta n'a quitté la Côte d'Ivoire qu'en 1947. Jusque-là, c'était une région de la Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara... Comme le Sine Saloum est une région du Sénégal. Okay. Et Ouattara, à ce moment-là que j'ai demandé, on m'a dit qu'il est né à une date antérieure. Donc, et puis s'il n'était pas ivoirien, est-ce que Houphouët-Boigny en aurait fait le premier Premier ministre de la Côte d'Ivoire? Non. D'accord. Nous allons... Il est ivoirien. Alors, s'il l'est a fortiori, ses pères, ses mères. Bien sûr. Pourquoi aller changer la Constitution? Hein? On avait dit, si sa mère, par exemple, évidemment, est née ailleurs, je ne sais pas, je ne connais pas ces détails-là, mais il est né. Mais il s'est mal défendu, à mon avis. Oui, mais il s'est mal défendu. Il s'est mal défendu ou il s'est bien défendu parce que, attention, si vous vous défendez bien, si vous criez, mais que votre cri n'a pas d'écho, vous pouvez bien vous débattre, vous serez dans la nuit. D'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Et l'alternance qui est arrivée au Sénégal, vous avez vu l'alternance? L'alternance. Vous avez vu la pré-alternance? Oui. Non, l'alternance, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? L'alternance, sociologiquement, c'est la substitution, au bon sens du mot, d'un projet de société à un autre. Or, pour qu'il en soit ainsi, il faut que le premier projet ait été mal conçu.
mal ficelé ou mal conduit. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, on ne peut pas véritablement parler de l'alternance valablement sans se référer à un livre qui a fait l'état des lieux avant l'alternance. Lequel? Le Sénégal au 1er avril 2000 de Mamadou Lamine Loum. Ceux qui veulent savoir, et lui d'ailleurs, il a pris soin de dire ce que n'est pas son livre. Ce n'est pas un recours en appel contre une décision du peuple. Ça l'honore. Il a dit ce qu'est son livre. Un legs à la population et au monde, surtout au nouveau pouvoir, pour que, profitant de ce qu'il a appelé l'amnésie collective, on ne trouve dans ce qui est légué que ce qui est mauvais, ce qui ne va pas et qu'on trouve toujours dans de pareils legs. Ceux qui veulent des chiffres n'ont qu'à se reporter à ce livre. Mais ce qu'il a le courage de dire aussi, et tous ceux qui veulent lire le livre, je les renvoie à la page 25 et à tout ce qui se rapporte à cette page du livre de Mamadou Lamine Loum, où il est dit que le Sénégal, le 31 décembre 1993, quand il est arrivé, le Sénégal était pratiquement en état de cessation de paiement. En faillite, ça veut dire. Par conséquent, quand on entend aujourd'hui des anciens tenants de ce régime parler de plagiat, parler d'incapacité, on a l'intention de sourire, mais on a mal. Parce qu'ils peuvent le dire. Je sais qu'on ne pouvait pas tout dire, et j'en ai dit un mot. Et ils peuvent manifester maintenant. On peut sortir dans la rue, mais demander à certains députés ce qui leur est arrivé quand ils ont voulu le faire. Ouais. Alors, Abdoulaye Wade a une vision pour le Sénégal, pour l'Afrique. Vous m'aviez dit il y a un instant que c'était une chance pour l'Afrique. Abdoulaye Wade, c'est une chance pour l'Afrique. Une vision. Qu'est-ce que vous recommandez aux Sénégalais, n'est-ce pas, par rapport à ces visions et oui, parce que à ces intentions? Cette vision, ces intentions ne peuvent véritablement prendre corps que si, dans chaque région, ou dans chaque commune, dans chaque région, au moins les meneurs se l'approprient. C'est vraiment le moment de l'union nationale, qu'on quitte les petites choses, les petites querelles, la politique politicienne à laquelle certains ou tous sont habitués, et qu'on se mette derrière un homme qui sait où il va et ce qu'il veut faire pour son pays. C'est une chance, c'est ma conviction intime. Et on n'a jamais eu, je le dis, un président comme lui. Vous êtes très bien placé pour le dire. Et je suis très bien placé pour le dire. Alors je voudrais, avant de terminer cette émission, vous demander votre rêve. Quel rêve voulez-vous voir se réaliser dans ce pays dans les prochaines 20 années? Mon rêve, c'est que tous les Sénégalais fassent comme l'équipe nationale. C'est-à-dire se dire qu'il n'y a pas de frontières infranchissables, qu'il n'y a pas de défi insensé, que seul le complexe
inhibiteur tue la volonté de vaincre. Mamadou Makhtar Diagne, merci. Merci. Vous avez, pendant 1 heure de temps, partagé avec nous et avec nos téléspectateurs votre expérience et vos connaissances qui sont capitales pour nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'espère que cette émission vous aura plu et que les jeunes qui nous regardent prendront l'exemple de Mamadou Makhtar Diagne dans le pays par rapport à l'attitude, par rapport aux intérêts du pays.